parle d'une hausse quand même de plus de 1 million d'euros. On pourra aboutir, si je vois 4,4 millions d'euros au total sur un budget prévisionnel qui peut aussi évoluer à la hausse. Est-ce que nous avons l'intérêt d'avoir un bâtiment à 4,4 millions d'euros? Mon point de vue, c'est que non. On peut attendre encore l'investissement de ce bâtiment. 4,4 millions d'euros, c'est significatif. Moi, pour ma part, je propose d'arrêter ce projet, de repenser ce projet pour pouvoir éventuellement trouver un bâtiment en rénovation ou conserver l'état actuel et avoir un retour d'expérience suffisant sur les besoins précis qu'il y a sur le CIS aujourd'hui, mais aussi avec une projection à long terme. Et enfin, surtout, cet argent, ces 4,4 millions d'euros, ils seront plus profitables à être redistribués à ceux qui en ont le plus besoin et soutenir justement d'avoir des vraies actions concrètes au niveau d'aide sociale. Alors, je suis désolé, mais de dire au conseil communautaire aujourd'hui que les personnes âgées, que la petite enfance, que les personnes isolées, que les gens qui sont socialement dans la grande difficulté n'ont pas besoin d'être accompagnés, c'est un peu fort parce que si on annule ce projet, on a 50 salariés qui n'ont pas beaucoup pour travailler. On a été dépanné par la mairie de Quessenberg dans l'ancienne trésorerie, mais c'est du précaire, on ne va pas pouvoir rester là. Et les personnes qui accompagnent les gens qui sont dans la difficulté sur notre territoire, il leur faut de beaucoup pour travailler. De dire le contraire aujourd'hui, on est presque trop tard sur ce projet, on a attendu pour le lancer, il est lancé, il est nécessaire. Et il est nécessaire aux gens qui en ont réellement besoin. Donc de dire que les vieux, les jeunes, les femmes isolées n'ont pas besoin d'être accompagnés, et sans ce bâtiment, on ne pourra pas les accompagner. On ne peut pas reculer aujourd'hui. Justement, ce que je dis, c'est qu'il faut les accompagner concrètement avec au niveau de redistribution de cet argent pour eux. Les bâtiments existent actuellement. Et est-ce qu'on a regardé d'avoir d'autres bâtiments pour avoir deux prix, etc. Donc il faut quand même repenser le projet et justement redistribuer à ceux qui en ont besoin. Justement pour les personnes âgées, les femmes isolées, etc. Là, je te rejoins là-dessus. Et c'est comment on redistribue cet argent le plus intelligemment possible pour la vie quotidienne. Je vois ça réagir, il n'y a jamais des journalistes qui veulent réagir. Alors, il faudrait quand même que vous... Ça fait quand même 4 ans qu'on est élu maintenant. On parle d'investissement. Vous parlez de redistribution, ça s'appelle du fonctionnement. Les compétences de Quessenberg Communauté, c'est une compétence d'accompagnement social. Ce n'est pas une compétence d'aide sociale. Les aides sociales, c'est le conseil départemental qui pilote. Ce n'est pas nous. Donc si vous ne savez pas ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le RSA, c'est pas nous. L'autonomie, ce n'est pas nous. Donc nous, on a des opérations d'accompagnement social. Et c'est pour ça qu'on a du personnel qui travaille dans les centres sociaux, qui travaille à l'espace France Service et qui accompagne cela. Le CMS, il y a un centre médico-social départemental qui est sur le territoire, qui lui gère effectivement avec les CCAS les dossiers d'accompagnement, d'aide sociale, mais ce n'est pas nous qui donnons cette aide sociale. La seule aide qui est de l'apanage des communes, c'est le Fonds de solidarité de logement, mais dans le cadre d'un dispositif départemental. Donc à un moment donné, moi je veux bien les effets de manche, d'affichage politique en disant on va prendre moins dans l'argent de l'un pour redistribuer. C'est pas comme ça que ça fonctionne, monsieur Feuille de Manche. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On parle d'investissement et on ne parle pas d'aide sociale qui sont de l'ordre du fonctionnement. Je voulais juste évoquer effectivement ce problème de compétences, mais il y a un autre sujet, et je vous invite, monsieur Feuille-Demange, à aller dans les services du CIAS, dans les centres sociaux, à la maison des parents, voir dans quelles conditions aujourd'hui travaillent les agents, les 50 salariés qui reçoivent les personnes en difficulté que vous évoquez, les personnes âgées, les parents. Vous verrez que la construction du bâtiment n'est pas un luxe. Aujourd'hui, ils travaillent dans des surfaces vraiment minimales, dans des bâtiments qui mériteraient d'être rénovés, effectivement. Et c'est vraiment pas un luxe, cette construction, et c'est une nécessité pour les agents du CIS et pour les personnes qu'on accompagne. Quand on a pris la décision politique de faire ce bâtiment, on était déjà dans la difficulté, on avait du mal parfois à sédentariser certaines équipes, puis ça a créé aussi parfois un peu de mal-être, voilà. Quand
c'était pas un choix de dire on va claquer quelques millions pour faire ça, c'était une nécessité. Et aujourd'hui, 3 ans après, on est encore plus dans cette nécessité. Vas-y, Jean-Pierre. Et en plus, nous, on a le côté bâtiment où on héberge à l'ancienne trésorerie la partie du CCAS. Mais il faut savoir que ce bâtiment, ça va être aussi le foyer des jeunes travailleurs. C'est pour ça qu'il est urgent d'avancer. Au niveau du budget, j'aime bien les leçons de morale faites par certains élus, c'est assez comique. Les budgets de fonctionnement, on a un budget, après on répartit le budget en fonctionnement et en investissement. Donc ça c'est notre choix en tant qu'élu de savoir quelle part on met en fonctionnement et quelle part on met en investissement. Ça ce sont les termes. Ensuite, au niveau de ce bâtiment, il y a une solution qui a été proposée. Depuis le départ, je dis peut-être qu'il aurait fallu regarder d'autres bâtiments pour réduire les coûts. Et ces coûts, justement, s'ils étaient réduits en investissement, ça nous aurait donné plus de marge en fonctionnement. Et le fonctionnement, je pense que ça aurait été utile au niveau de la communauté. Les budgets ne marchent pas tout à fait comme ça. Autant on doit avoir un excédent de fonctionnement pour continuer à équilibrer nos comptes et à réinvestir. Quand on met de l'argent en fonctionnement, on peut équilibrer par un emprunt. Ça s'apporte sur de très longue durée. Un bâtiment, ça dure au moins 30 ans, voire plus. Et c'est complètement différent. Et donc, c'est pas du tout en plus, ça reste du patrimoine qui appartient au territoire, qui appartient à la collectivité, qui peut être revendu un jour. Ça génère évidemment quelques coûts de fonctionnement une fois qu'il est construit. Mais sur l'investissement, sincèrement, c'est pas le problème. C'est pas là-dessus qu'on sera embêté. L'ordre de notre vigilance, c'est sur le fonctionnement. Et Questenberg, on l'a dit, on le redira au prochain budget, on n'est pas une commune endettée en investissement. On a la piscine, le siège ici. La piscine, c'est sur une très longue durée, peut-être trop longue, mais à l'époque, on faisait des emprunts sur très longue durée. Le siège sera parti plus vite et on n'a pas d'autres emprunts importants, donc on peut investir. Il y a d'autres remarques avant de mettre au vote. Je ne vois pas de main se lever. Qui est contre l'enveloppe financière qui est proposée? 1, 2 voix contre. Qui s'abstient? Personne. Donc adopté. On passe maintenant à des questions d'économie. Je demande de laisser Maxime Picard nous parler donc des ventes qui sont proposées à Caro et ailleurs. On va avoir un petit tour de magie sur la qualité de nos services et de nos équipes. C'est-à-dire que nous avons passé dans les conseils communautaires précédents des sessions de parcelles à Clerland d'une part et puis sur la zone à Cadin d'autre part, avec des prix et grande magie, les services de domaine fait des estimations qui tombent juste et qui nous permettent de confirmer nos prix. Voilà, donc vous avez la première à Clerland pour 10 €, c'est une session avec la commune, le Questenberg, et puis vous avez ensuite 2 parcelles sur la zone d'activité de Parouette avec 2 entreprises, la MUP et qui sont entreprises voisines, voilà, qui sont les deux à 15 €, donc vous avez le maintien des prix, la confirmation des prix que nous avions fixés depuis quelques semaines en commission éco puis en conseil communautaire. Donc rien de très, en tout cas de très dissensuel, sauf si vous avez des questions. Ce sont des ventes qui permettent le développement d'entreprises déjà présentes sur le territoire, ce sont plutôt bien, des parcelles sur lesquelles il n'y a pas d'aménagement particulier à faire, donc des bonnes affaires à la fois pour les entreprises et pour la communauté. Qui est contre ces ventes, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant à l'agriculture et au PCET. Je vais demander à Boris de nous parler du partenariat que l'on fait avec la Chambre d'agriculture. Oui, merci Patrice. Donc on avait déjà une convention en direct avec la Chambre d'agriculture, une convention opérationnelle qui nous lie uniquement Questenberg Communauté et l'antenne départementale de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Plusieurs sujets étaient remontés lors des travaux que nous avions menés avec les agriculteurs du territoire dans le cadre du plan climat. On a eu l'agriculture de conservation des sols et puis le sujet des exploitations bas carbone et une troisième étude qui avait été mise de côté pour des raisons de ressources concernait installation de transmission. La Chambre d'agriculture est revenue vers nous suite
a un dispositif qu'elle a avec la région Bretagne, dans le cadre d'un programme véritablement à l'échelle bretonne, de trouver des territoires sur lesquels un travail d'expérimentation pour le suivi, d'optimisation du foncier, mais aussi des échanges parcellaires afin de faciliter l'installation en transmission. Et donc la convention qui est soumise à votre approbation aujourd'hui concerne 5 volets principaux sur un temps de 3 ans qui concernent la mise en place et l'animation d'une cellule foncière, l'observation de l'agriculture locale, donc le fameux foncier transmission, une animation de sensibilisation aux échanges parcellaires, une étude de repérage des cédants pour anticiper le plus possible le travail quand la retraite approche, et une 5e action qui est celle d'opération pure d'échange parcellaire. Ce dispositif est déjà en place dans 4 autres PCI actuellement en Bretagne, et puisque c'est une part département, et donc là, Questenberg Communauté a été identifié par la Chambre d'agriculture comme étant un bon partenaire. Dans le Morbihan, pour l'instant, c'était Pleurmel Communauté qui était le premier territoire d'expérimentation. Le montant de l'opération vous est présenté et ça représente 7 580 €, toutes taxes comprises par an, pour Questenberg Communauté, avec un plan de financement qui, on le voit, est fortement porté prioritairement par la région, puisque sur le projet global, on est à 144 000 €, 74 760 pour la région, 47 337 pour la Chambre régionale d'agriculture bretonne et 22 740 pour Questenberg Communauté. Et donc nous sommes amenés à délibérer sur ce projet de partenariat et de donner pouvoir au président pour signer la dite convention. Merci. C'est clair, pas de demande d'information. Oui, Jean-Sébastien. Est-ce qu'on connaît le pourcentage d'agriculteurs partants qui ont du mal à céder leur exploitation? Maxime peut peut-être répondre. Ouais. Alors, on n'a pas de chiffre précis. Ce qui est inquiétant, et c'est ce qui a, je pense, motivé la région Bretagne à investir fortement dans ce dossier. 50% des agriculteurs ont plus de 52 ans, 53 ans, ce qui veut dire que dans les 10 ans, on a la moitié des fermes qui vont être cédées. Il y a une disparition, je dirais, parfois un peu naturelle de sièges dans lesquels on n'a pas réinvesti, mais si on laisse partir ça, ça veut dire que l'hémorragie qu'on va avoir dans le monde agricole, on ne l'a jamais vu. On a vu pourtant des chutes importantes entre les deux guerres et encore après la guerre, mais là ça va être plus important. Donc politiquement la région s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Les chiffres précis, je sais pas si tu as des chiffres plus précis au niveau régional. En 2022 et en 2023, il y a eu 430 installations de nouveaux agriculteurs aidés en Bretagne. Aidés étant important, parce qu'on estime qu'il y a en gros une centaine d'AD, ce qui veut dire qu'on a 500 et quelques installations pour une cadence de à peu près 1000 départs, un peu plus, 1100 départs par an. Vous voyez, on est aujourd'hui à la moitié du besoin en renouvellement. Or, aujourd'hui, on sait qu'il faut qu'on renouvelle 1 pour 1 à minima pour tenir une agriculture présente sur le territoire qui l'aménage et qui permet de maintenir nos paysages et nos productions agricoles. Donc vous voyez la marche à franchir, autour de 500 d'un côté, 1100 de l'autre. Il y a 600 agriculteurs à trouver par an en plus par rapport à la cadence dans laquelle nous sommes, et les chiffres sont assez stables depuis 3 ans. Donc le besoin d'innover et de détecter et d'accompagner l'installation des agriculteurs par le foncier, c'est quand même le moment le plus délicat, c'est le sujet le plus difficile à l'installation. On voit bien qu'il y a besoin de dispositifs vraiment sur mesure pour améliorer les choses. Oui, Alain, tu veux réagir? On pourrait rajouter quelque chose, oui. Les terres sont toujours exploitées, le nombre de surface cultivée reste la même, par contre on a de moins en moins de sièges, donc on risque de partir sur des fermes-usines assez rapidement si on ne réagit pas. Et puis dans cette la convention et collaboration qu'on pourra avoir avec la Chambre, il y a aussi d'autres. Vous étiez nombreux en début de mandat en disant on n'a pas la main mise sur le foncier, et parfois c'est vrai qu'il y a des outils qui ont été mis en place il y a plusieurs décennies, pour certains après la guerre, certains dans les années 60, qui fonctionnent, qui sont des bons outils, mais parfois les élus locaux aussi veulent maintenant comprendre comment ça fonctionne, voir s'investir, et donc là ça permettrait de la mise en place d'une cellule foncière. C'est aussi un point intéressant. Il y a l'échange parcellaire.
et les agriculteurs les premiers parfois gênés de voir à se déplacer, à traverser un bourg, etc. L'échange parcellaire peut être en termes d'aménagement du territoire quelque chose de pertinent pour faire des économies dans l'exploitation, mais aussi pour les collectivités d'avoir des voiries adaptées et pas, qui ne s'abîment pas, parce que de transporter des lourds tonnages dans tous les sens, ça n'a pas de sens. En termes de développement durable, en termes d'économie, il faut voir autrement. Donc, la convention sur un territoire, on voit le Somme, Morbihan, après Plouermel, je trouve que c'est intéressant d'en bénéficier. Pour le foncier, justement, pourquoi est-ce qu'on ne lance pas un aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental, un AFAF par exemple? Alors, je sais que c'est une procédure très longue, qui dure plusieurs années, mais ça permet d'englober la totalité du territoire, et pas simplement de... C'est une bonne question. Les aménagements fonciers jusqu'à présent étaient toujours faits par commune. Dès 2020, je me souviens d'avoir interpellé le président du conseil départemental, et évidemment, ils expliquent bien au département que, on a au fil des années abandonné, on n'a plus de cabinets de géomètres qui ont les compétences pour le faire quasiment en Bretagne. Les financements, ça coûte extrêmement cher, ils ne veulent plus mettre de l'argent dedans. Les quelques-uns qui sont encore à traîner dans les tuyaux ont touché des zones humides, des aménagements qui étaient en procédure et qui n'avancent pas. Et donc on cherche d'autres moyens, moins coûteux, plus réactifs. C'est peut-être pas le top du top, ce qu'on va prévoir là. Puis en plus maintenant, vu la taille des exploitations, il faudrait faire des aménagements sur des très grands territoires, donc très lourds, très compliqués. Il faudrait que c'était des procédures qui s'étalaient sur 5-10 ans, c'est souvent un peu lourd quand même. Mais c'était l'idéal, hein. Une fois qu'on a fait ça, on avait refait le cadastre, on avait redéfini les exploitations, c'était bien, mais ça, c'est trop lourd, trop cher. Et donc, est-ce que vous autorisez le président à signer cette convention? Avant qu'il y ait d'autres réactions, je ne vois pas de main se lever. Et donc, qui est contre? Donc, qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Et on continue sur un autre projet de convention avec l'association Les Prés sur Terre. Merci Patrice. Je vais vous passer les détails de la délibération, mais dans le cadre du plan climat, il y a beaucoup d'axes qui tournent autour de l'agriculture et l'alimentation. L'association Les Prés sur Terre travaille avec nous sur cet axe, sur cette action numéro 11 depuis maintenant 2 ans complets, même un peu plus, mais en première année, il y a eu un événement à la ferme de Baudreguin à Questembert orienté autour de l'installation. L'année dernière, on était sur une alimentation durable et accessible à toutes et à tous qui se situait à Malensac. Cette année, ils ont décidé d'être plus modestes parce que c'est des grosses opérations organisées. Pour autant, ils ont un programme d'action qui vous est présenté là autour effectivement de la fête du lait qui avait lieu à Plouerlin, de la co-organisation avec la ressourcerie de Questembert, d'un repas d'animation pour faire avancer le lien entre l'agriculture paysanne et la population, une conférence gesticulée dans le cas avec le partenariat de nos 2 centres sociaux, Éveil et Maison Pop, et d'autres actions sont encore envisagées. Donc la convention arrive un peu tard dans l'année parce que on a mis un petit peu de temps à discuter, préparer ce genre de choses. Et donc elle est plus modeste que les années précédentes parce que le programme est évidemment plus modeste que ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Donc voilà, on est sur un montant de 1 500 € pour ce partenariat sur l'année 2024 et vous avez la convention en annexe. Et donc je vous demande d'en délibérer et de donner pouvoir au président pour la signer. Questions, des réactions? Non. Vous êtes contraire, des abstentions, adopté à l'unanimité, et on continue avec les CIVAM. Donc on est toujours dans le cadre du plan climat, l'axe 4 qui correspond à promouvoir et faciliter l'alimentation durable, travailler le sujet de l'agriculture. Donc différentes actions sont présentées, la 11, la 12, la 13 et la 14, je ne vais pas vous le lire complètement, mais aussi l'axe 9 qui consiste à anticiper les changements climatiques pour les secteurs agricoles et sylvicoles. Le CIVAM, Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture en milieu rural, agriculture durable du Morbihan,
qui existe depuis 1997, est revenu vers nous pour travailler une convention autour des actions qu'il mène. Notamment le travail sur la partie bocage et des interventions en milieu scolaire, filière agricole. Donc là, en l'occurrence, sur le groupe bocage, c'est un travail auprès des agriculteurs avec un groupe d'éleveurs volontaires qui travaillent sur le département, mais particulièrement dans notre territoire. Et la deuxième partie, qui est la partie la plus originale de cette convention dans les CIVAM qui existent, il en existe dans beaucoup de départements en France, c'est une convention du coup sur plusieurs années pour accompagner le CIVAM et la MFR de Questenberg, qui est l'établissement scolaire qui travaille autour de l'agriculture sur notre territoire, pour des interventions autour du système herbager, le dialogue cédant et porteur de projet, on est toujours sur le sujet de la cession-transmission, et puis la notion de durabilité dans les fermes. Et du coup, voilà, on vous propose cette belle convention. Je rappelle en préalable que quand on avait conventionné avec l'ADEME, puisque là en l'occurrence une partie de ces sommes seront partiellement remboursées dans le cadre de la convention que l'on a avec l'ADEME, la convention ACT. Du coup, l'ADEME trouvait qu'on avait des activités qui étaient trop orientées avec un seul opérateur, qui était la Chambre d'agriculture, et qui nous demandait d'élargir le champ de nos travaux. C'est le cas. Donc on avait déjà eu la convention avec l'INRAE et Véronique Lucas qui était venue présenter les résultats. Là, on est sur un autre thème qui est celui du bocage et de l'enseignement dans les filières agricoles. Donc voilà, il vous est proposé d'en délibérer et de donner pouvoir au président. La seule chose que je n'ai pas dit, c'est le montant du financement pour ce partenariat de 2 ans de 2 500 € par an. Alors, juste quand même pour préciser que ce soit celle d'avant, que ce soit celle-ci, on n'est pas sur des sommes supplémentaires, c'est des choses qui étaient actées dans notre budget plan climat. Certaines sommes n'étaient pas forcément encore fléchées à l'époque parce qu'on n'était pas au bout du travail technique avec le CIVAM, là en l'occurrence, mais ce sera la même chose pour le bordereau suivant. Voilà. Autre question. Une petite remarque. Oui. Pour faire le lien avec la première délibération sur le changement parcellaire, les échanges parcellaires, puisqu'on parle ici de système herbager, l'échange parcellaire facilite la mise en place de systèmes herbagers puisque les parcelles se rapprochent de l'exploitation. Voilà, c'était juste une remarque. C'est une bonne remarque. Merci de noter la cohérence du travail que l'on mène. C'est une bonne remarque en effet. Si on ne veut pas faire des kilomètres avec des animaux au bord des routes, ce qui est impensable, il faut les regrouper autour d'un bâtiment, d'un siège d'exploitation. Merci Joël. Donc je disais pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, donc c'est adopté à l'unanimité et on termine sur PSAET avec la 556 pour la dernière délibération sur le sujet. Oui, donc on est toujours dans cette cohérence que tu viens de souligner, Joël, dans les axes autour de l'alimentation, de l'agriculture et la CIAP 56, donc coopérative d'installation en agriculture paysanne du Morbihan, qui existe, elle, depuis beaucoup moins longtemps que le CIVAM dont on vient de parler. S'est installée dans le département avec des administrateurs de la SAP sur notre territoire, du côté de Cluerin notamment. Et l'objet de cette coopérative, c'est de répondre aux enjeux de renouvellement des générations, de relocaliser le système agricole et alimentaire le plus possible, et de maintenir la vitalité de nos espaces ruraux et de favoriser l'autonomie des paysans et citoyens autour de leur consommation. Donc la SIAP, c'est un système qui est après le BPRE, le brevet qui permet d'acquérir les compétences pour pouvoir s'installer en agriculture et dont l'objet est finalement un accompagnement plus technico-économique que technique à proprement parler, avec un format particulier qui est celui d'avoir un accompagnement sur un cycle complet de production avec un accompagnateur, un père aidant qui est lié plutôt au territoire dans lequel le futur installé veut travailler, et un autre père aidant, donc un agriculteur qui lui va être plus sur la filière dans laquelle l'installé veut travailler. Et donc
ce cheminement qui dure la totalité de l'année de formation de ce stage paysan créatif permet de travailler mieux cela. Et la particularité et c'est écrit dans la convention, hein, c'est que l'objet pour eux aussi, avec ces conventions qu'ils ont déjà signées par exemple avec ACTA, avec Pontivy Communauté, c'est de pouvoir inscrire la démarche aussi auprès des élus locaux. Donc c'est ce que vous voyez, hein, dans le projet de convention, il y a une ligne qui s'appelle participation d'élus aux groupes d'appui locaux organisés par les stagiaires s'installant au sein du territoire en cas de sollicitation. Donc cette cellule qui a des groupes de stagiaires chaque année, la convention est pour 3 ans pour un montant de 1 500 € par an, a pour objet, si jamais il y a sur notre territoire quelqu'un qui veut s'installer, mettons, à Molac, l'objet de cette convention, c'est qu'ils pourront se retourner de manière significative et incorporer dans le groupe de travail, le comité d'appui, le groupe d'appui locaux, des élus de Molac qui voudraient participer pour accompagner aussi cette installation. Et ils sont partis de la genèse de ces SIAP, hein, dans les autres départements, c'est aussi de minimiser le risque de perte en ligne. On sait que les 3 premières années en installation agricole, comme dans les installations commerciales, hein, la plupart du temps ou industrielles, sont risquées. Et donc l'objet, c'est de renforcer la capacité de s'installer durablement dans les territoires. Donc il vous est proposé de délibérer sur ce sujet de cette convention que vous avez en annexe et de donner au président les pouvoirs pour la signer et la faire appliquer. Merci bien. Y a-t-il des questions sur cette dernière délibération qui concerne le PCET et l'installation agricole ou l'accompagnement de l'installation? Pas de questions. Y a-t-il des avis contraires? Non. Les abstentions non plus, donc adopté. On passe au tourisme maintenant, et comme Stéphane est absent, je vais vous la présenter. Et donc il s'agit de tourisme, évidemment, vous l'avez bien compris. La destination tourisme Bretagne Sud-Golfe du Morbihan, donc c'est la signature d'une convention avec les collectivités qui nous entourent. Cette convention s'inscrit dans le schéma régional de développement du tourisme et de loisirs, le SRDTL de Bretagne, qui avait été adopté donc en 2020. Je ne vous lis pas tout l'argumentaire, hein, qu'il y a pour comment sur le tourisme et les avantages qu'il peut y avoir. En fait, il y a une approche territoriale, et donc il y a 10 destinations qui ont été faites en Bretagne. On appartient donc à celle que j'ai déjà citée, Bretagne Sud-Golfe du Morbihan. On est donc dans cette destination avec des intercommunalités d'ACTA, c'est Auray, Belle-Île-en-Mer, GMVA, Lorient Agglomération, Blavet, Bellevue Océan, Art-Sud-Bretagne et nous-mêmes. Et donc on partage les projets qui sont portés essentiellement par GMVA et par ACTA. Et puis on valide ce qui est proposé. Donc pour GMVA, eh bien, ce sont le pilotage des projets, l'ingénierie, l'administrateur fonctionnel pour l'outil de gestion numérique, la conception et le développement d'un outil de gestion numérique des axes cyclables d'intérêt régional, donc c'est la V45, V42, V3 et V8. C'est notre direction. L'expérimentation de conventionnement entre GMVA et l'association Véloroute de France, le lancement d'une étude pour le déploiement des aires de service le long des itinéraires d'intérêt régional de la destination, et puis enfin la finalisation de l'étude de signalisation de la V45. Et pour ACTA, eh bien, c'est des projets qui sont un peu plus littorales parfois, notamment la traversée maritime de l'Ariège d'Etel, le lancement d'un appel à projet pour accompagner les structures nautiques de loisirs en transition, et puis la refonte d'un site web, et enfin le lancement d'une étude pour la réalisation de circuits thématisés sur les 7000 ans d'histoire. Voilà. Le coût pour Questembert Communauté sera, pour les actions portées par l'ACTA, de 431 €. Pour ceux qui sont portés par GMVA plus près de nous et qui possèdent peut-être plus de 735 €, soit une dépense de 1226 €. Je crois que ça aurait peut-être été plus précis dans ses commentaires. Est-ce que vous avez néanmoins des questions? Et puis il y a peut-être des gens dans la salle qui connaissent ce dossier dans la commission de tourisme. Pas de questions? Si, Maxime, vas-y. C'est pas vraiment une question, c'est simplement regarder ce qu'est cette politique. Pour ce qui est des actions financées et de l'accompagnement, ce qui est porté par le territoire et par les territoires voisins, évidemment très intéressant. Simplement, on est assis sur une organisation qui est quand même particulièrement dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a le vieil héritage
la cogestion liée à la corporatisme des 40, puisque c'est quand même des institutions installées par Vichy qui sont encore en place pour animer les instances du tourisme, c'est la réalité. Il n'y a pas que la répartition de compétences entre départements et régions ni fait ni à faire, donc chacun tire de son côté, et vous voyez les rédactions quand même qui sont vraiment subtiles, d'écrire la région pour donner le sentiment que cette politique a été mise au vert, au sens premier du terme. Vous avez les intitulés de 3 lignes pour dire qu'on leur dit des politiques touristiques avec des acteurs touristiques qui n'ont pas envie de leur dire des politiques touristiques, tout simplement. Et vous voyez les appels à projets sur le matériel nautique. Vous imaginez bien que les acteurs du nautisme n'ont pas du tout envie de renouveler le matériel pour passer à une économie décarbonée. Et donc, évidemment, il y a un appel à projet. Donc, c'est hélas un peu poussif sur pourtant une politique qui est très importante pour nos territoires et pour les enjeux de rééquilibrage entre le tourisme du littoral et le tourisme intermédiaire. On comprend bien qu'il y a un enjeu qui n'est pas secondaire dans cette affaire. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'avais voté péniblement ce plan quand j'étais élu régional en 2020. Évidemment, on vote les déclinaisons, mais il y a beaucoup d'énergie pour un résultat qui est hélas un peu moins bon. Donc c'est en ça que c'est un peu décevant de voir que cette politique continue à s'inscrire de cette manière et personne ne change quoi que ce soit. Si vous voulez faire des économies, il y a matière là. Clairement. Oui, à ce commentaire, y a-t-il d'autres rajouts? En même temps, quand on travaille sur le tourisme, au-delà de ça, il faut travailler collectif parce qu'à l'échelle de notre collectivité, on ne peut rien faire de bien. Notamment, je pense aux voies cyclables ou ce qui est sur. Quand un touriste vient du nord de l'Europe ou d'ailleurs, évidemment, il voit beaucoup d'ovales, lui, il ne voit pas dans le détail, donc il faut travailler ensemble. Voilà. Pour cette dépense de 1200 et quelques euros, pour ce plan 2024, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions non plus adoptées à l'unanimité. Merci. Et puis je passe la parole à Morgane qui va nous parler de la SPL équipement du Morbihan. Donc c'était pour compléter en fait la délibération qu'on a pris déjà au mois de mai. Donc depuis il y a eu l'Assemblée Générale donc de la SPL où on avait donc augmenté le capital du fait de l'arrivée notamment de Lorient et Lorient Agglomération. Et donc suite au courrier qu'on a reçu au mois de juillet, il nous est posé la question à savoir est-ce qu'on souhaite exercer notre droit préférentiel de souscription pour augmenter le capital. Et donc, suite au bureau qui a eu là au début octobre, donc on ne fait pas valoir ce droit préférentiel de souscription, puisqu'en fait, l'augmentation de capital est vraiment liée à l'entrée et à l'arrivée de Lorient et Lorient Agglomération. Merci Morgane. Oui, donc c'est la conclusion du bureau, on ne peut pas prendre de part supplémentaire. Est-ce que vous avez des questions, soit pour si c'est très clair, je mets au vote, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité également. On passe maintenant sur un sujet d'énergie, c'est le nouveau contrat entre Morbihan Énergie et Questenberg. Je demandais à Boris donc, de parler de ce projet photovoltaïque. Membre de Morbihan Énergie depuis le début, dans le cadre du contrat que l'on a avec Morbihan Énergie, donc l'école Métal-Gosselin a vu l'installation d'une centrale photovoltaïque qui est exploitée depuis maintenant un petit bout de temps, et l'objet de ce rapport, c'est de formaliser la coopération du service de production. Je rappelle qu'on est en autoconsommation. Effectivement, elle est dite totale, puisque finalement on livre très majoritairement la piscine, en réalité, qui est juste à côté. Donc voilà, à partir du 1er janvier, le prix du kilowattheure du fournisseur a augmenté également, rendant inadapté le modèle qui était prévu à l'heure actuelle. Donc là, on est sur une résiliation du contrat en cours. Et puis la rédaction d'un nouvel accord. Voilà, le comité syndical en date du 15 mars 2023 est passé sur de l'autoconsommation individuelle partielle qui permet de réaliser
le fonctionnement complet de l'opération de manière beaucoup plus simple et plus cohérente avec ce qui se fait maintenant. Je veux dire par ailleurs c'est ce que l'on est en train, ce qu'on a voté dans le cadre du nouveau centre photovoltaïque sur le centre technique municipal de Quessenberg. On est dans les mêmes modalités d'une autoconsommation individuelle, partielle ou totale, qui nous permet d'être beaucoup plus souple sur la revente quand il y a de l'électricité en surplus. Merci. Donc on a approuvé l'avenant qui résiliait le précédent contrat et puis approuvé les termes du nouveau contrat. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision? On n'a pas, donc sous le vote, qui est contre? Personne, qui s'abstient, personne, donc approuvé. On va passer maintenant, je donne la parole à Dominique. Il y a une modification budgétaires qui sont assez traditionnelles en fin d'exercice. Donc on va essayer d'aller au chiffre essentiel, Dominique, sans rentrer trop dans le détail. Non. Alors, il y a 3 délibérations modificatives à prendre, donc je voulais les énoncer toutes les 3 et puis on fera un vote pour les 3 groupés. Sur le budget général, c'est des réajustements de crédits budgétaires pour des investissements en subvention et 366 000 € et des écritures réalisées en ce qui concerne la section des vélos électriques et les travaux en régie réalisés à la piscine. Donc pour un montant de 37 000 €. Donc vous avez le détail entre le chapitre 42 en recettes de fonctionnement et le chapitre 40 en dépenses d'investissement pour les sommes que je viens d'énoncer. Ensuite, la deuxième décision modificative, c'est pour les bâtiments locatifs. C'est également pour les dotations d'amortissement qu'il faut inclure dans les amortissements de fin d'année pour 30 000 €. Toujours le chapitre 42 en fonctionnement et le chapitre 40 en investissement, donc pour 30 000 €. Et enfin, la troisième, c'est pour le budget déchets. C'est toujours des dotations d'amortissement pour 5 000 €, toujours entre chapitre 42 et 40, en fonctionnement et investissement. Voilà les 3 délibérations qui nous sont soumises pour ces régularisations d'écriture, je dirais, pour les amortissements. Merci Dominique. Il y a juste une petite rectification sur la dernière délibération. Pour le cours, il y a un cumul de 3 500 et de 6 000, ce qui fait que c'est 9 525. Comment? Là, c'est après. On y prend encore. Ok, oui, c'est des fonds de concours, excuse-moi. Donc sur les délibérations de modification, de décision modificative, est-ce qu'il y a des, sur les 3 modifications, des questions, pas de questions, pas d'avis contraire, personne, pas d'abstention, en tout cas adopté. Et on passe en effet maintenant au fonds de concours, ADS et aux fonds spéciaux. Alors je vais juste vous présenter les éléments par commune. Donc Quessenberg, c'est les travaux d'aménagement de la liaison douce entre la maison dite Le Bord et l'Iris Cinéma. Le détail je vais présenter dans le tableau. Le fonds de concours ADS demandé est de 42 900 €. Pour Rochefort-en-Terre, c'est des travaux de réfection de la voirie du chemin de Beaugé. Le fonds de concours sollicité est de 5 200 €. La commune de Lecourt, c'est les travaux du commerce qui ont déjà bien avancé sur la commune. Donc il y a le fonds de concours ADS 3 500, le fonds de concours spécial 625 et le fonds de concours du dernier commerce 42 500 €. Je ne reviens pas sur les autres financements, les subventions départementales et la région également. La commune de la Vraie-Croix, c'est sur le préau sanitaire et la cour du restaurant scolaire, un fonds de concours ADS de 9 100 €. Et la commune de Larrey, c'est pour le parcours santé et fitness avec un fonds de concours de 6 600 €, c'est bien ça.
Et enfin, la commune de Molac, un fonds de concours ADS de 7 600 € affecté au programme de voirie des travaux de 2024. C'est la route de Carmaligo, la route du Quai de Galigo, le fond de Cajafredo. Voilà pour les fonds de concours sollicités par nos communes. Et donc c'est là qu'il y a une petite différence entre ce que vous avez sur votre note et puis le chiffre qui apparaît. Quand c'est 9525, il y a mon chiffre qui est un cumul de 6000 et 3500. Est-ce que sur ces fonds de concours et fonds spéciaux, vous avez des questions? Pour Dominique, non, il n'y en a pas. Il y a des avis contraires, je ne vois pas qu'on va se lever, d'abstention non plus, donc c'est adopté à l'unanimité. Et puis on peut peut-être passer aux questions diverses et aux points d'information. Le premier point concerne la réunion du bureau donc, du 19 septembre dernier. Et donc on a parlé décidé pour l'extension et la requalification de la zone de Longros sur la commune de Saint-Gravé, avec Christine parfois qui s'inquiétait que ça n'avançait pas avec ce projet. On aboutit enfin, donc les marchés vont. Le contrat de maîtrise d'œuvre va être lancé. On avait aussi dit en septembre parlé d'achat d'un tracteur pour une épareuse, et je crois que c'est un choix d'un automoteur qui a été fait pour être plus performant. À Malansac, il y a eu une annulation d'une délibération parce que il y a parfois des entreprises qui obtiennent une délibération en leur faveur et qui reviennent sur leur choix ensuite. Pour l'économie Ecadin, Maxime en a parlé tout à l'heure, c'est deux terrains qu'on va céder à la parc d'activité du Penouette au profit de la MUP et de l'outil Juel. Ensuite, on a validé le dispositif d'aide aux entreprises qui est le soutien aux jeunes agriculteurs avec une liste de 5 exploitants de souvenirs, je crois 5 ou 6, 5, pour les gens qui sont agréés en 2023. L'atelier VK a bénéficié du dispositif d'aide aux entreprises du Pass Commerce. C'est la même chose pour les Caudalie et Questembert. Et puis, on a présenté les délégations au président et puis ce qu'il y avait à l'agenda ce jour-là. On continue par la réunion du bureau du 3 octobre. À la Vraie Croix, on a eu le résultat de la consultation pour l'extension de l'aménagement au nord de la zone sous Galliance. À la Haye, la création de l'aménagement de la ZAC, il y a eu le résultat des consultations qui ont été faites à la dernière commission d'appel d'offres. À la Vraie Croix, toujours, on a modifié une délibération suite à une surface légèrement différente au profit de l'entreprise Galliance et Labouré. Et puis, à Questembert, on a validé la cession d'un terrain de 800 m² au profit de la commune de Questembert, par le service technique, là où va être construite la nouvelle cuisine. Sur le point numéro 5, c'était Clairland, je suis pas Ah oui, Clairland, tout à fait. Clairland, c'est pour les chasseurs, un terrain qui n'est non équipé, qui est donc à l'ouest de là où nous sommes, tout à fait. Sur l'appel au projet récolte, je pense du Rambourg, enfin ça a été validé. Oui, bah, juste rapidement, effectivement, une belle première session de cet appel à projet avec un très beau travail avec les citoyens et les jeunes qui ont travaillé dans le jury. Et les projets étaient tous très intéressants en allant de la biodiversité au PIFAS, donc très très pointu, mais aussi sur une activité sociale s'agissant d'un sujet d'agriculture. Donc c'était vraiment un très beau millésime pour cette première opération qui sera amenée à revenir. Dans le cas du PCAET, c'était l'information qui nous est donnée par rapport à Rochefort Tourisme et puis au versement mobilité. Et puis ce projet de bâtiment pôle social qui coûte en effet un certain prix, comme souvent les investissements immobiliers, mais on a aussi fait une demande de subvention, on espère être retenu dans nos financements extérieurs. Il y a des admissions en non-valeur pour des budgets déchets, ça arrive assez régulièrement. Il y a eu des avancements de grade naturels qui sont faits en personnel, donc en RH. On a aussi supprimé les postes quand les gens
progressent dans leur statut. Et puis des questions diverses. Oui. La faucheuse, là, c'est la machine qui a été présentée qui nous a été présentée. Alors Michel serait là, je pense, pour dire, mais c'est ça. C'est la. Oui, je l'ai vu arriver. Michel, tu veux faire un commentaire? Non, en effet, c'est une machine qui a été présentée en démonstration. Il se trouve qu'à l'appel d'offres, elle n'était pas forcément beaucoup plus chère et que c'est un meilleur produit. C'est en dessous de l'enveloppe du budget 2024, d'une part, pour rassurer. Et elle est un peu plus chère que l'autre, mais au niveau, il y a la rapidité de travail que disait Patrice, mais il y a aussi beaucoup. Le plus important pour moi, c'est l'ergonomie. Ouais. Parce que quand on passe, enfin moi je passe pas, mais quand les agents passent 7 heures à faucher toujours en regardant à l'arrière, je pense qu'un jour on peut avoir des soucis de santé. Et les gens qui sont menés cette machine-là, ils avancent aussi dans l'âge. Donc c'est bien dans notre hauteur et ça doit arriver à la fin du mois. Bien sûr, depuis longtemps, c'était logique avant d'équiper un tracteur d'une épareuse parce qu'elle pouvait être démontée et faire autre chose. Le tracteur, ça fait autre chose, mais là, en fait, chez nous, ça n'a pas de sens. Le tracteur est taxé 12 mois par an sur le même outil, donc ça vaut le coup d'évoluer. On a trouvé maintenant, c'était du matériel qui existait très peu sur le marché avant, et donc là, on trouve des constructeurs qui sont adaptés à nos besoins, donc c'est plutôt très bien. Ensuite, il y a les délégations au président, donc à la haie, la création de la haie, il y a eu un marché de travaux dans le cadre de démolition d'un poulailler qui existait sur le site, et donc ça a été validé, et c'est aujourd'hui réalisé. Et puis à Kervour-Ouest, il y avait aussi la faisabilité d'une tranche d'extension pour la tranche numéro 3 à Testambert, qui a été aussi validé pour 32 900 euros hors taxe. Voilà. Vous avez le détail des entreprises. En administration générale, et bien pour le bâtiment au niveau social, on a consulté donc, pour les risques de chantier de dommages ouvrages. Et donc là, vous avez ce qui a été validé. Et donc, la consultation a été validée le 31 janvier. Ça a été mis sur la plateforme le 31 juillet. Ça a été mis sur la plateforme le 26 juillet. Il s'agit d'un marché donc, qui était abouti. Il y avait le lot 1, tout risque chantier, le lot 2, dommages ouvrages. Et puis, l'ordre prévisionnel était de 8 000 pour le lot 1, 35 000 pour le lot 2, avec des critères de 70% sur le prix, 20% sur la franchise et 10% sur les délais de prolongation. Pour le lot 1, SMA BTP a été prise, c'est une entreprise parisienne, et elle est la même pour le lot 2. Pour un montant légèrement inférieur donc, à ce qui était prévu, puisqu'on était à 7 185 € hors taxe pour le lot 1 et 29 190 pour le lot 2. Et puis après, on a eu une consultation de demande de prestation d'accompagnement pour 3 dossiers de modification du pays du Comilo, le DPMECDU. Je ne sais pas si je veux faire des commentaires là-dessus, mais il n'y avait rien de trop particulier. Vas-y. Le premier c'est un dossier qu'on connaît bien, hein, c'est une installation d'entreprise sur la rue Saint-Pierre, et on a déjà plutôt de la chance, là, pour le coup, que l'annulation, on ne met pas complètement en cause l'annulation du PLU, on ne met pas complètement en cause ce dossier-là. On continue d'avancer si cette procédure sur la première va jusqu'à son terme, sur la zone donc, de la haie. Je rappelle, c'est une entreprise qui est juste à côté de l'Alliance, qui en fait veut s'implanter juste à côté de l'Alliance. Ouais, c'est la rue Saint-Pierre. Et là-dessus, c'est un projet où on se dit, avec les complications d'urbanisme qu'on a, on va perdre l'entreprise. Et en fait, ils ont arrivé à s'adapter. Il y avait une partie qui était constructible au document d'urbanisme de Levrey-Croix, et donc ils vont pouvoir démarrer un nouveau bâtiment et donc rester sur notre territoire. Ils étaient apparemment sous Fugnac, ils vont bien continuer, rester. Ils ont cherché du terrain ailleurs quand ils ont vu les complications qu'on avait, et ça se termine pas trop mal. Donc c'est la technologie qu'on va commencer à construire à Levrey-Croix. Voilà. Et puis le dossier 2, c'était toujours à Levrey-Croix. C'est l'évaluation environnementale pour la mise en compatibilité du plus de la commune.
Vous avez ensuite comment les réunions du conseil d'administration du CIAS du 4 juillet. Ah. À celle de Questenvert, en effet, pour reclasser les secteurs en 1AU en 2AU. Et aussi ce qui concernait donc, la délibération dont on a parlé au début du conseil, qu'on avait prise en juillet, qui concernait aussi les linéaires commerciaux. Il y avait une enveloppe prévisionnelle à 10 000 € hors taxe, et l'offre de base, on a eu une proposition à 16 000, 12 000 et 7 000. Et donc, c'est celle à 7 500 qui a été retenue. La société EOL, voilà. Ensuite, en effet, on arrive au... Juste une petite remarque, je faisais allusion en début de conseil communautaire. Aux modifications du PLU de Questenbert, donc du coup, je fais remarquer que ici, les services continuent à travailler en parallèle aux décisions qu'on prend, et que donc les marchés ont suivi leur cours, et donc la décision est prise de prendre un bureau d'études pour avancer sur ce dossier-là. Voilà. Merci de la précision, Joël. Donc, vous avez ce qui a été présenté au CIAS, au conseil d'administration du 4 juillet et du 24 septembre. Et puis ensuite, vous avez les propositions d'agenda qui sont données donc, pour la fin de l'année et le début du premier semestre 2025. Voilà. Avec des dates aussi du CIAS. Est-ce que vous avez en cette fin de conseil des questions, des rajouts? Je crois qu'on n'a jamais été aussi rapide, mais il faut néanmoins prendre votre temps, ne pas partir trop rapidement et ne pas oublier de signer les documents qui sont près de la porte. Voilà. Merci à vous. Comment? Je crois qu'on n'a pas prévu ce soir. On ne le fait pas à chaque fois.